Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si tout le monde a pu se connecter encore. On va patienter un petit peu, le temps que vous quittiez les ateliers, les autres ateliers. Voilà, bon, j'attends quelques secondes. Je vois que mon collègue est en train de terminer. Ne partez pas, hein, ça va pour ceux qui sont déjà là, on va commencer dans très, très peu de temps. Allez, c'est parti. Je pense que vous avez eu le temps de vous êtes en train d'arriver, donc on va commencer effectivement cette session, sur, les trucs et astuces, au niveau de SolidWorks. Vous avez effectivement la vidéo, vous pouvez, directement, chatter, hein, dans le je vais effectivement essayer de répondre aux différentes questions au fur et à mesure, hein, donc je pense que vous devez bien m'entendre maintenant. On va attaquer donc avec les trucs et astuces. Alors, première chose, on va faire un petit récap un petit peu sur effectivement ce qui est présent au niveau des licences, au niveau des licences SolidWorks. On va retrouver donc, licence standard, professionnel, premium, ça vous connaissez déjà. Donc il y a eu pas mal de mouvements sur ces dernières années, donc c'est pour ça que je fais un petit récap. Donc il y a des fonctionnalités qui étaient dans le premium qui sont descendues dans le professionnel et ainsi de suite. Typiquement, on avait l'analyste avant qui était présent dans la premium. On va retrouver aussi Utilities, hein, qui est descendu dans SolidWorks standard, qui était dans la Pro avant. Vous retrouvez évidemment les Cloud Services, hein, qui sont présentes dès la version standard. Et je voulais faire un petit focus notamment sur la partie 3D Interconnect, parce que justement, c'est un point qui est important. Tout le monde ne maîtrise pas ces notions. Donc, 3D Interconnect, ça vous permet d'importer directement un fichier natif, que ça soit une autre CAO ou du STEP ou de l'IGES par exemple, hein, et de conserver un lien vers ce fichier. C'est-à-dire que si jamais vous remplacez le fichier original par une nouvelle version du fichier, donc avec le même nom évidemment, hein, et ben ça va mettre à jour en fait le contenu dans SolidWorks. Donc pas besoin de le réimporter, de venir le réintégrer, hein, ça met à jour exactement comme si on modifiait un assemblage, hein, et puis bah, que nous on avait l'assemblage principal. On voit évidemment la mise à jour des modifications dans l'assemblage principal. C'est le même fonctionnement. Donc vous avez tous les formats, quasiment tous les formats déjà dans les versions standard et dans la version premium, on rajoute effectivement le format CATIA.
Voilà, donc ça c'est un petit point qui est un peu méconnu des fois, mais qui est effectivement très, très pratique. Et au passage aussi, pour ceux qui connaissaient Hydrowing et qui avaient vu l'évolution d'Hydrowing, aujourd'hui, tous les outils d'e-drawing sont dans la version standard, la version gratuite. Là, c'est les seuls outils qui sont maintenant dans la version pro, c'est uniquement la partie réalité virtuelle, réalité augmentée. C'est tout. C'est le seul point qui fait partie de la version pro. C'est-à-dire que vous branchez un casque de réalité virtuelle sur votre PC et automatiquement, vous allez pouvoir rentrer dans votre produit. Donc évidemment, ça dépend ce que c'est. Mais si vous concevez, je sais pas moi, des bâtiments ou l'aménagement de véhicules, par exemple, bah, ou l'implantation dans une usine, bah, vous allez pouvoir vous balader directement à l'intérieur de votre conception ou tourner autour de votre conception, avec un casque de réalité virtuelle avec e professionnel. Voilà. Donc, maintenant, on va attaquer effectivement avec la suite, hein. Donc comme, l'a précisé effectivement Solène, n'hésitez pas à, poser vos questions dans le chat, hein. J'essaierai d'y répondre au fur et à mesure, hein, qu'elles arrivent. Donc le 4 sujets aujourd'hui, les performances, la simplification effectivement, des modèles, un petit point sur les fonctions de bibliothèque et notamment aussi les composants intelligents. Alors, on va commencer d'abord par les performances. Alors, au niveau des performances, vous avez effectivement, je pense, tous subi, je dirais ce genre d'éléments en fonction du type de conception que vous pouvez avoir, dans les temps d'ouverture, temps de reconstruction, des lags au niveau justement du graphique. On a vu, pour ceux qui étaient là, effectivement, pour la présentation des nouveautés, qu'il y a eu un gros travail qui a été fait notamment en 2023, notamment sur la partie graphique. On va d'ailleurs le voir dans les tests que j'ai pu faire derrière. Voilà, les mises en plan, temps de création de vue, passage de l'un à l'autre, hein, donc tous ces éléments-là qui peuvent effectivement faire perdre du temps et justement, on va regarder quelles pourraient en être «les causes» entre guillemets de ces problèmes de performance. Alors, on a listé, je dirais 5 éléments, donc la station de travail en elle-même, les latences si on travaille effectivement en réseau, la méthode de modélisation, hein, qui peut aussi engendrer justement je dirais des contre-performances par rapport à ce qu'on cherche à obtenir. Tout ce qui est import aussi bibliothèque fournisseur, hein, qui peuvent, recéler évidemment pas mal de petits pièges et puis après la gestion aussi des fichiers qui peut aussi avoir un impact. Alors on va regarder effectivement tout ça. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour réparer, hein, pour pouvoir améliorer, pardon, ses performances au niveau de SolidWorks? Déjà la première chose, on va essayer je pensais sur le fichier qui nous pose souci. On va aller regarder un peu plus près ce qui se passe à l'intérieur. On va effectivement aussi vérifier, bah, la partie, matérielle. Peut-être qu'il y a une piste de ce côté-là et après, bah, il est possible aussi que suivant comment est configuré votre SolidWorks, il y ait aussi des éléments sur lesquels on va pouvoir jouer. Alors, comment est-ce qu'on vient analyser un fichier? Ben, on va utiliser, justement l'évaluation de performance, hein. C'est quelque chose que vous avez dans toutes les licences SolidWorks, hein, dès la version standard, il y a pas de souci. Dans la partie, la barre évaluer, hein, vous allez pouvoir, justement, analyser le fichier, analyser l'assemblage, la mise en plan ou la pièce et venir voir, bah, la quantité de pièces qui sont présentes à l'intérieur, voir quelle pièce, est la plus longue à ouvrir ou quel sous-ensemble est le plus long à ouvrir, ou des vues en fonction justement des si c'est une mise en plan et si on est sur le 3D, on va aussi avoir toute l'information sur le détail, notamment de la pièce et avec le nombre de facettes, le nombre de triangles, hein, parce que vous savez, qu'au niveau affichage, vous allez avoir justement tous ces petits triangles. Plus les triangles sont petits, plus vous avez je dirais une finesse d'affichage et une qualité visuelle qui est maximum, mais plus il y a de triangles, plus la carte graphique va effectivement être sollicitée. D'accord? Donc là, ça permet déjà d'identifier les fichiers qui peuvent, poser problème pour aller après se pencher un petit peu plus sur leur cas. Alors, quand on a aussi la possibilité de voir ça visuellement, parce que c'est bien, on a une liste, on a un nom. Si j'ai un assemblage de 5000 composants, bah, le nom en lui-même va peut-être pas m'indiquer grand-chose. Donc, avec la visualisation d'assemblage, on a notamment, pour la partie graphique, la possibilité de voir, quels sont les composants qui, ont le plus grand nombre de triangles et donc de les illuminer avec des couleurs particulières pour, bah, visuellement savoir lesquels nous posent problème. Alors, là, c'était pour la partie, je dirais, analyse du fichier. Pour la partie, matérielle,
on va se pencher, il y a 5 points effectivement. Alors, la mémoire morte, donc c'est-à-dire le disque dur, la RAM, le processeur, la carte graphique, la carte mère. Alors bon, je suis pas là pour, vous lister, vous dire, il faut utiliser tel ou tel matériel, c'est celui-là qui est le plus performant, hein, parce que ça dépend évidemment du fournisseur, ça dépend du fabricant. Bon, la carte mère, c'est vrai que, quand vous achetez un PC chez HP, Dell ou autre, ils sont pas en train de vous parler de la carte mère, hein. Par contre, ils vont vous parler de la mémoire, du pros, de la carte graphique, hein, et des disques durs. Ça, c'est des points effectivement qui vont ressortir. On a mis Nvidia ici en logo parce que c'est vrai, on ne va pas se le cacher, Dassault a un lien particulier avec Nvidia et travaille beaucoup, notamment avec Nvidia sur la gestion graphique. Alors si on se pense sur la RAM, pour un petit rappel, la RAM, donc dès qu'on va ouvrir effectivement un fichier, automatiquement, il va être chargé au niveau de la mémoire RAM. Quand on va ouvrir l'assemblage, pareil, tous les éléments dont il a besoin, suivant la façon dont vous ouvrez votre assemblage, en résolu, en grande conception ou en allégé, il ne va pas charger la RAM de la même manière. En résolu, il va tout charger. Donc là, il va vraiment «saturer» entre guillemets la enfin saturer. Il va remplir la RAM avec, toutes les informations de l'ensemble effectivement des fichiers qui sont dans votre assemblage, les sous-ensembles, les pièces et cetera. Il va garder une petite trace de ces éléments, ce qui fait que quand vous fermez un fichier, ça vous permet de pouvoir le réouvrir plus rapidement parce que, bah, il a déjà une partie qui est effectivement au niveau de la RAM. C'est vrai qu'avec Windows, à partir de Windows 7, il y a eu un premier changement, au niveau de la gestion, de la RAM, notamment sous Windows, qui a été amélioré avec le 10 et le 11, qui fait que Windows est capable de, quand un logiciel a besoin de puissance ou de mémoire, de venir vider, la RAM des autres logiciels si jamais ils sont en tâche de fond ou qui ne travaillent pas je dirais en premier plan. Bon, sauf que ça a ses limites, hein, suivant la taille de la RAM aujourd'hui. C'est vrai que quand on parle de taille de RAM, un PC de base, CAO, pour vraiment des petits besoins CAO, on va au minimum être déjà sur du 16 gigas de RAM. Hein, c'est la tendance aujourd'hui. Dès qu'on a besoin un petit peu plus, on va vite arriver sur du 32 gigas. Bon, et après, quand on travaille sur des ensembles beaucoup plus gros, on peut aller sur du 64 ou du 128. Hein. Ça dépend évidemment de ce qu'on a besoin d'ouvrir. Est-ce que c'est des usines complètes ou est-ce qu'on travaille sur de la machine spéciale avec peut-être 4000 composants. Donc on va pas être sur les mêmes tailles de RAM évidemment dans ces cas-là. Donc c'est vrai que ça paraît bête, mais de temps en temps, bah, ça peut être bien de fermer, son SolidWorks, qui fait que, bah, du coup, l'application étant fermée, bah, automatiquement toute la RAM va être purgée, hein, parce que ça c'est quand on ouvre beaucoup de pièces, on peut avoir cette petite, suivant la version, suivant l'année de votre SolidWorks aussi, pour avoir l'impression que le logiciel est en train de ramer alors que vous avez qu'une seule pièce ouverte à l'écran, mais c'est parce que la RAM a été, encombrée et que peut-être vous n'avez pas, suffisamment de RAM pour l'utilisation que vous en avez. Alors, il y a une autre particularité aussi sur la RAM, c'est qu'on a la possibilité, alors bon, faut pas dire: «Je veux mettre 128 à chaque fois sur un PC, pour avoir le plus de RAM». C'est pas le but, hein. Faut trouver le juste milieu entre votre besoin, au niveau en tant qu'utilisateur et le prix après de la machine, hein, derrière, fatalement. Après, on a aussi la possibilité de paramétrer la mémoire virtuelle, c'est-à-dire que ça permet quand on a atteint la limite de la RAM, bah, de passer sur un autre mode de mémoire. Alors là, par contre, au niveau performance, on dégrade tout. Parce que la mémoire virtuelle, qu'est-ce que c'est? C'est une émulation de la RAM sur le disque dur. Le disque dur étant beaucoup moins rapide que la RAM, fatalement, ça la performance va vite chuter et si on n'a pas prévu de mémoire virtuelle, ou alors très peu, bah, fatalement dès qu'elle arrive à saturation, là, il y a un crash, hein, parce que c'est généralement les problèmes de mémoire, c'est souvent des problèmes d'écriture, dans les problèmes de crash, hein, c'est souvent des problèmes d'écriture, pardon, dans les ra au niveau de la RAM et qui, génèrent les instabilités. Au niveau des processeurs, alors c'est vrai que vous avez plusieurs types de processeurs. Alors les processeurs Xeon qui sont souvent dédiés à tout ce qui est simulation, hein, parce que c'est des processeurs qui ont la mémoire cache qui tourne à la même vitesse que le processeur, et souvent ils en ont beaucoup, d'accord? Donc plus il y a de mémoire cache, plus les traitements vont être rapides et si on est sur un type Xeon, comme je l'ai dit, vitesse d'horloge, vitesse de mémoire cache, à la même vitesse. Si on passe sur, du i7, du i9 ou, bah, on va avoir la vitesse du cache qui va être effectivement, un petit peu plus basse. Ça veut pas dire qu'ils sont pas performants, au contraire, hein, c'est des processeurs performants. Tout dépend évidemment de votre besoin, hein. Après sur le nombre de cœurs, alors le nombre de cœurs, c'est pas la peine de chercher à avoir un processeur qui a le plus de cœurs possible, sauf dans certains cas. SolidWorks, par défaut, va utiliser un cœur pour une bonne partie des fonctions
Notamment, par exemple, quand on fait une extrusion, hein, il y a qu'un seul cœur, une extrusion, un balayage, un lissage, il y a un seul cœur qui vient calculer la fonction. Alors, il y a toujours eu un débat sur le choix le fait de travailler en monocœur ou en multicœur. Quand on travaille en multicœur, ça veut dire qu'il va falloir, en fait, décompiler la fonction. C'est-à-dire que pour partager le calcul d'un balayage, sur plusieurs cœurs, il faut scinder l'algorithme en X cœurs. Chaque cœur va faire son calcul et ensuite, après, on va recompiler effectivement les résultats. Et souvent, bah, c'est la phase justement de séparation et de recompilation qui prend le plus de temps, qui est beaucoup plus lente que le calcul en lui-même. Donc, dans certains cas, eh ben, on va mettre plus de temps à calculer avec plusieurs cœurs que si on avait fait ça avec un seul cœur. Dassault, dès qu'ils ont la possibilité de passer sur du multicœur parce qu'ils ont trouvé une méthode qui permet d'aller plus vite que si on était en monocœur, ils le font. La preuve, sur certains éléments au niveau de SolidWorks, tout ce qui est rendu photo, la génération de vidéos, la simulation, alors il y a encore certains éléments qui ne le font pas, mais tout ce qui est, maillage, l'enregistrement de vos fichiers aussi se passe en multicœur. Donc et puis évidemment l'avantage du multicœur, c'est que ça vous permet d'avoir plusieurs logiciels qui tournent en même temps, hein, sans pénaliser, je dirais, votre travail dans SolidWorks. Voilà. Donc, attention, pas la peine d'avoir, si vous ne faites pas, je dirais, ce type d'éléments-là, pas la peine de passer sur des 8 cœurs ou 16 cœurs. Ça ira pas plus vite que si vous avez un 8 cœurs, mais avec une fréquence d'horloge beaucoup plus élevée. Au niveau justement de l'analyse du matériel, vous avez SolidWorks RX. Alors, à chaque fois que j'ai posé dans les maquettes deck étaient en présentiel, à chaque fois que j'ai posé la question pour savoir, qui connaissait ou non, le SolidWorks RX, bah, c'était mitigé effectivement, j'ai jamais eu du 100. Donc SolidWorks RX, c'est un logiciel qui est de base dans SolidWorks. Vous allez dans Démarrer, vous allez dans les outils SolidWorks, vous avez SolidWorks RX. Il vous permet d'analyser le PC, donc déjà de faire le listing, bah, des drivers de la carte graphique que vous utilisez. Il va être capable de vous dire si si ce sont les derniers testés par Dassault et validés, ou si au contraire, bah, peut-être il y a un driver plus récent et qui pourrait être pertinent si jamais où il y a un souci. Effectivement, si ça marche, hein, s'il n'y a pas de problème graphique, ça ne sert à rien de changer le driver, hein. Sauf s'il y a une nouvelle fonctionnalité vraiment, et dans ces cas-là, il y aura une annonce. Mais sinon, si ça fonctionne, pas la peine d'y toucher. Et là, vous avez tout le listing, hein, tout le détail. Évidemment, vous voyez les espaces libres sur les différents disques. Attention, point important, point de vigilance, quand on travaille avec Windows, c'est pas spécialement à SolidWorks, toujours garder de la place sur le disque C. Si vous avez un disque C qui est saturé, il va ralentir votre PC de façon drastique. Donc vraiment laisser de la place, que les logiciels sur le disque C, les données sur le disque D, pour vraiment qu'il y ait à la moitié maximum qui soit utilisé. Dès qu'on dépasse la moitié, Windows peut commencer à saturer avec les mémoires temporaires et donc ça peut être négatif. Pareil, ne jamais chercher à prendre le dernier driver, hein. Vous avez des drivers qui sont testés par Dassault avec les configs matériels, donc HP, Dell, et cetera, Lenovo, et vous avez les cartes graphiques qui sont testées aussi de façon unitaire. Et donc si la carte graphique commence à être un peu ancienne, bah, peut-être qu'ils ne vont pas la tester en 2024 parce qu'ils vont juger que, bah, le poste est trop ancien, donc du coup, il y a très peu de monde qui utiliseront ce genre de carte. Donc voilà, donc recherchez, n'hésitez pas à aller rechercher via SolidWorks RX. Vous avez le lien dedans, qui vous envoie directement sur le site d'Assaut pour aller voir quels sont les drivers testés par rapport à la version du logiciel que vous souhaitez et voir si bah, ça correspond à celui que vous avez ou pas. Autre chose cette fois-ci concernant les compléments. Quand vous démarrez votre SolidWorks, vous avez le temps, hein, que met chaque complément. Vous voyez sur la partie droite ici de mon écran, on voit le temps que chaque complément met à démarrer. Si ça met 30 secondes, c'est pas normal, hein. On tourne généralement, voilà, 1 seconde ou 2-3 secondes max, mais si ça commence à mettre beaucoup plus, c'est que là, il y a un souci au niveau du complément. Alors peut-être une petite réparation, peut-être il y a un souci ailleurs, hein, donc une petite réparation du SolidWorks peut effectivement améliorer ça. Pareil, si vous n'avez pas besoin des compléments, bah, les cochez pas. Cochez-les que quand vous allez les utiliser. Parce que sinon, vous allez charger votre mémoire avec plein d'outils qui vont tourner en tâche de fond pour rien. Donc, voilà, ne sélectionnez que ce que vous avez besoin, quand vous en avez besoin. Au niveau des options du système,
Bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent aussi déjà cette option. Vous avez la possibilité pour tout ce qui travaille en mode grande conception ou paramétrage effectivement d'assemblage, complexe. Donc déjà le mode assemblage complexe, c'est-à-dire que quand on va dépasser un certain nombre de composants, automatiquement il va désactiver, les sauvegardes automatiques, hein, pour justement éviter que ça tourne. Parce qu'une sauvegarde automatique, si vous travaillez sur des assemblages qui font, 5 000 composants, si vous dites toutes les 5 minutes je fais une sauvegarde automatique, toutes les 5 minutes, il enregistre. Donc il va prendre un peu de performance au niveau de PC pour faire ça. Si vous avez l'impression que votre PC il réagit plus, vous voulez lancer une commande, vous voulez bouger, tourner la pièce, il dit: «Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu figé». Bah, généralement, c'est peut-être qu'il est en train de faire une sauvegarde automatique. Ça dépend de la taille évidemment du fichier. Si c'est une pièce, c'est transparent, vous vous rendez même pas compte, ça prend quelques centièmes de seconde. Si on commence à être sur une machine spéciale complète, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Donc effectivement, c'est peut être ça, c'est important aussi. Donc le complexe vient désactiver tout ce qui ne sert pas, les arêtes, les aperçus, le côté ombré, le review, enfin voilà. Donc il vient se mettre dans un mode, d'affichage plus dégradé pour que améliorer les performances graphiques. Le mode grande conception, donc ça vous permet d'ouvrir des très gros assemblages en mode, je dirais 3D. Donc vous pouvez sélectionner, vous pouvez les éléments, mais c'est surtout du 3D. Il y a très peu d'informations qui sont chargées, ce qui permet de les ouvrir très vite. Et pareil, on peut paramétrer les seuils de grande conception. Alors, autre chose aussi, dans la barre justement, qui se trouve, en bas à droite, vous avez ce petit logo SolidWorks, hein, qui s'installe à l'installation, vous avez ça qui s'est mis en place et par défaut, si on ne fait pas attention et ben, la recherche de mise d'automatique, de mise à jour et cetera est activée. Donc vous avez des choses qui tournent en tâche de fond. Ça peut effectivement, si vous travaillez en réseau, saturer votre bande passante parce qu'il est en train de charger, une nouvelle version de SolidWorks qui va prendre plusieurs gigas et donc, du coup, ça va saturer disque dur et bande passante du réseau si en fonction effectivement de ces éléments-là. Donc n'hésitez pas effectivement à les désactiver, hein, ce mode automatique, hein, surtout si c'est, le service informatique qui s'occupe de mettre à jour les éléments, pas besoin de saturer votre poste avec ça. Maintenant, si on se penche un petit peu plus sur la simplification effectivement des modèles, pour pouvoir améliorer notamment les performances. Quand on parle d'un assemblage, ou d'un élément complexe, c'est pas spécialement la quantité de composants qui est important. Ce qui est important, c'est effectivement, comment est le composant. Là, vous avez 4 exemples. En haut, c'est, vous voyez, la machine spéciale, où il y a beaucoup de pièces, mais des pièces géométriquement simples. En dessous, on a 2 éléments où il y a beaucoup moins de pièces. Par contre, on va retrouver des géométries plus complexes. Donc on peut avoir peut-être une recherche si on a un élément, surfacique, enfin avec une forme gauche, beaucoup, une pièce moulée complexe, il y aura peut-être beaucoup de temps de reconstruction pour calculer certaines fonctions lorsqu'on va faire des mises à jour. Mais il y a peut-être 10 de la quantité de pièces par rapport à l'assemblage du dessus. Voilà, donc c'est pour ça, attention, c'est le nombre de pièces et surtout le détail des pièces qui est important. Quand on travaille justement dans ces assemblages, on est amené, enfin, on est à récupérer des éléments du commerce qu'on va venir intégrer dans nos conceptions. C'est pareil, attention, vous voyez, là, j'ai un joli moteur, ah, c'est très bien, j'ai toutes les ailettes, le détail complet, sauf que moi, ce moteur, il va juste être intégré dans mon assemblage. Donc, le détail des ailettes de refroidissement, le nom gravé sur le capot, et cetera, tout ça, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Moi, j'en ai pas besoin. Moi, j'ai juste besoin d'avoir la boîte englobante du moteur, les points de fixation, le raccordement pour la partie électrique et l'arbre pour venir, le connecter sur mon mécanisme. C'est tout ce qui m'intéresse. Si j'avais juste un cylindre à la place du reste, ça irait très, très bien. Voilà. C'est vrai qu'on aime bien le côté visuel, hein, mais suivant comment on travaille, ça peut effectivement alourdir et surtout si ce genre de moteur arrive en mode surfacique avec, 6 000, 10 000 surfaces, c'est sûr que là, vous allez alourdir et dégrader les performances de votre assemblage pour un petit moteur. Ça serait dommage. Donc vous avez la possibilité de venir effectivement, travailler pour retirer certains détails. Pareil, lorsqu'on vient, notamment c'est avec l'outil Utilities, SolidWorks Utilities, où on a la possibilité de venir, sélectionner et les éléments qui génèrent des petites arêtes. On va le voir juste après. Alors, il y a aussi la possibilité quand on importe un step, d'un fournisseur, peut-être que j'ai pas besoin d'avoir l'assemblage avec toutes les pièces. On l'a vu tout à l'heure dans les nouveautés, hein, justement sur SolidWorks, cette fonctionnalité qui permet d'enregistrer un assemblage au format pièce, multicore, là
c'est pareil. Le step, on peut choisir de l'importer soit en assemblage avec toutes les pièces, mais moi je j'en ai pas besoin, soit de faire une pièce multicore plutôt que d'avoir l'assemblage. Et après, pareil, peut-être, on peut aussi, vous voyez, quand on en enregistre au format, quand on enregistre effectivement au format multicore, on peut choisir aussi de sélectionner que quelques composants ou uniquement les composants extérieurs. Enfin, vous avez plusieurs options de façon à générer un élément plus léger, avec moins d'informations, parce que moi, j'ai pas besoin de savoir comment il est conçu, j'ai juste besoin d'avoir le fichier dans mon assemblage. Ce que je vous disais aussi, c'était par rapport à la simplification, donc avec Utilities. Donc Utilities, hein, donc vous pouvez activer le complément à ce moment-là et en fait, il va analyser, par exemple, l'assemblage, qui est à gauche et m'indiquer que, bah, toutes les arêtes des perçages et des dentures, vont générer les fonctions, pardon, qui ont généré ça, vont générer plein de petites arêtes et avec Utilities, il va pouvoir me les lister. Je lui mets un curseur par rapport à la taille du modèle, par rapport à la taille des plus grandes arêtes. Je lui mets un curseur, je dis: «Bah, voilà, tout ce qui est en dessous de, je sais pas, je vais dire 3, tu viens me le sélectionner, il me sélectionne les fonctions en question et il vient après me proposer de les désactiver. Attention, il ne remplit pas de matière, hein. Là, c'est juste de la désactivation de fonctions et ça permet de créer automatiquement une configuration simplifiée, une sous-config en fait, hein, simplifiée par rapport à la configuration principale. C'est une possibilité hein, pour pouvoir avoir, je dirais, une version light de mon sous-ensemble ou une version effectivement complète. Au niveau pareil, quand on vient récupérer des pièces ou quand on fait de la modélisation, ce qui peut jouer au niveau des performances, bah, c'est le fait typiquement sur cette pièce-là, c'est une pièce qui est assez simple, hein, qui est pas non plus hyper complexe. Par contre, on a mis des couleurs sur chaque face. Plutôt que de jouer sur le fichier complet ou sur une fonction, on a mis ou de mettre une couleur que sur, une face ou 2, on a une couleur ici sur chaque face et donc fatalement, ça fait beaucoup plus de choses à gérer au niveau du graphique et bah, si vous multipliez ça par, bah, la quantité d'éléments que vous avez intégrés dans l'assemblage, fatalement, ça va dégrader les performances, donc à éviter. Maintenant au niveau de la qualité d'image. Alors là, c'est un sujet qui est assez important. Vous voyez qu'en fonction donc ça vous avez tous vu dans les options qualité graphique, hein, de vos fichiers, vous avez un curseur que vous pouvez déplacer de droite à gauche, pour venir justement, positionner la qualité graphique. Alors, volontairement, les images des 3 ressorts sont les mêmes, hein. Vous avez une image qui est très dégradée en théorie avec juste 1300 des poussières de triangle, une image qui est, visuellement tout à fait correcte avec 26 000 et vous n'allez pas voir une très grosse différence entre le 26 000 et le 1 000 000. D'accord? Ça a été fait alors les tests de taille ont été faits effectivement avec une version plus ancienne. Aujourd'hui, c'est les tailles sont plus petites. Il y a eu une baisse au niveau des tailles, mais quand même, il y a une différence entre, la taille du fichier, quand on est en minimum et la taille du fichier quand on est au maxi. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive dans la zone rouge? Il vient enregistrer les informations dans le fichier concernant le graphique. Donc votre fichier s'alourdit. Voilà. Donc là, par contre, visuellement, comme je vous le disais, entre celui du milieu et celui de droite, il n'y a pas une très grosse différence. Par contre, au niveau de la carte graphique, pour elle, c'est le jour et la nuit, hein. Donc fatalement, ça va avoir un impact, hein, sur les éléments. Ici, on a fait un test, on a mis 5000 ressorts, donc le ressort que vous avez vu, 5000 composants, donc dans un assemblage. Alors, je préviens tout de suite, ces tests ont été faits par un collègue. Alors malheureusement, je n'ai pas sa config matérielle, j'ai pas réussi à la récupérer. C'était lors d'un MyCat Day justement, notamment pour nos collègues, en Suisse et donc il a fait ça en 2022 SP3.1. Donc l'assemblage que vous avez pu voir tout à l'heure avec les 5000 ressorts et là, vous avez les différents temps d'ouverture en fonction du réglage. Alors, je vous cache pas que moi, j'étais un peu surpris, hein. Un temps d'ouverture graphique, hein, c'est le graphique qui gère. Parce que là, au niveau données, il y a un seul fichier ressort à charger. Il est juste 5000 fois, mais il y a un fichier ressort à charger. Hein, c'est sûr que quand vous ouvrez un assemblage de 5000 composants, mais de 5000 pièces différentes, il y a un temps de chargement qui est un peu plus long, fatalement, parce que c'est des pièces différentes. Là, c'est le même fichier, mais qui est répété. Alors, moi, je ne vous cache pas que je suis très, très surpris par rapport au temps d'ouverture, notamment le dernier. Parce que moi, je vais vous donner, j'ai refait le ressort, j'ai vérifié, j'ai exactement le même nombre de triangles que ce que mon collègue avait. Donc, sur mon poste, hein, qui est un HP ZBook Fury G7 avec 32 Go de RAM, et c'est une Quadro RTX 3000 hein, qui est intégré dedans. Et donc, j'étais ça en 2023 SP4.
Et donc, moi, je suis, bah, vous voyez, à 5 secondes pour le plus petit, 6 secondes quand je suis en haut et 12 secondes quand je suis vraiment au max, max, max. Donc, bon, on est loin, hein, de l'heure, hein, de chargement. Je vous cache pas, quand j'ai vu les résultats, j'ai hésité à mettre le slide parce que je trouvais ça assez énorme, mais on a bien vu qu'il y avait des temps d'ouverture qui étaient radicalement, différents, notamment dans la plénière tout à l'heure, hein, sur les nouveautés, de SolidWorks. Donc là, il y a un on voit vraiment le gain, le travail graphique, hein, qui a été apporté à partir de 2023 SP 2.1, c'est pas qui est vraiment pas négligeable. Des features, c'est effectivement une fonctionnalité, donc pareil, on en a parlé un peu dans les nouveautés, parce qu'il y a eu des nouveautés en 2024 dessus. Des features nous permettent de simplifier le modèle. Alors bon, j'avoue que l'exemple, hein, avec en bas avec le pistolet à peinture, là on a été un peu trash, hein, au niveau de la simplification. On n'est pas obligé d'aller aussi loin, hein, dans la simplification, on peut s'arrêter avant et avoir quelque chose de très performant, il n'y a pas de souci. Ça peut permettre aussi de remplir, ce qu'on voit que la pièce du haut, il n'y a pas l'air d'avoir de grosses différences entre la gauche et la droite. Bah, à gauche, on voit qu'il y a quelques éléments qui ont disparu, hein, sur la version de droite, la version simplifiée. Ça, par contre, il a pu remplir de matière peut-être l'intégralité de la pièce. Ce qui fait que toute la technologie d'une pièce moulée avec des canaux, etc., a disparu. Et donc, mon client va utiliser le bloc brut terminé. Ici, comme on va pouvoir le voir dans cet assemblage, on est sur un treuil. Donc ce treuil, moi je l'ai conçu. Donc là, il y a tout le détail de mon treuil. Sauf que quand je vais l'envoyer à mes clients qui vont avoir besoin, de l'implanter dans leur conception, eux, bah, j'ai pas envie qu'ils aient tous les détails, pour que justement un concurrent puisse aller pomper, je dirais, ma façon de travailler. Donc avec des features, je vais pouvoir donc sélectionner, bah, des composants que je veux peut-être laisser identiques, hein. Typiquement ici, on voit les composants qui sont restés identiques, à la version gauche, à la droite, et ensuite je vais pouvoir sélectionner les différents éléments, donc avec des outils qui vont me permettre de sélectionner en masse des éléments similaires, et après de pouvoir leur appliquer, des règles de simplification, notamment par exemple ici comme pour le moteur aussi, hein. Vous voyez le moteur avec toutes les ailettes, et de dire: «Bah, voilà, on fait une simplification par silhouette cylindrique», et donc vous voyez le résultat en direct qui apparaît sur la partie effectivement droite. On va aussi avoir la possibilité de passer sur de simplifications sous la forme de polygones, hein, donc typiquement pour les écrous ici, et la boîte aussi de connexion, et on peut aller un peu de façon un peu plus fine, hein, sur la simplification effectivement du moteur, en demandant à simplifier, à s'appuyer sur une phase fixe et à simplifier par rapport à cette phase de référence. Et vous voyez le résultat final sur la droite. Donc j'ai quelque chose qui est tout à fait fonctionnel. C'est exactement les mêmes formes, les mêmes dimensions hors tout, mais toute la connaissance, tout le savoir-faire que j'ai mis dans la conception de cet élément-là n'est pas présent. Et l'intérêt, c'est qu'on peut conserver le lien. Et c'est une pièce, vous voyez, une pièce effectivement multicore, et on va avoir la possibilité effectivement, de conserver le lien avec le fichier original pour que si jamais je fais évoluer ma conception, bah, que je puisse fournir à mon sous-traitant une version, modifiée. Donc c'est vraiment la force de des features. Voilà, et donc ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, la fonction d'enregistrement sous pièce pour un fichier assemblage existe toujours, hein, elle n'a pas disparu. Sauf qu'effectivement, si on va aller plus loin, et mieux sélectionner les éléments, c'est la nouvelle fonction, dans le menu outils, hein, qui sera plus intéressante pour ça. Voilà, donc là, et on va pouvoir jouer après sur le cube de visualisation, faut que ça rentre, voilà, on a des paramètres pour essayer d'affiner, compresser, des éléments, retirer certains types de composants aussi, hein, quand on rentre dans les options de l'enregistrement sous pièce, enfin d'un assemblage en tant que pièce. L'autre possibilité, c'est utiliser ce qu'on appelle le speed pack. Le speed pack, ce sont ça se passe au niveau des configurations. Donc on peut créer une configuration speed pack, c'est-à-dire que on vient juste sélectionner les éléments 3D que l'on veut conserver. Tout le reste ne sera qu'une image 3D, une image virtuelle. D'accord? Donc par exemple, si on imagine un convoyeur, bah, je vais peut-être sélectionner les platines pour le poser sur le sol, les platines pour venir, venir effectivement, le
venir effectivement mettre les connexions, hein, aux extrémités du convoyeur et après le reste ne sera qu'une image 3D et comme on peut le voir ici avec la Alt S, hein, ça permet d'activer ou désactiver la loupe. On voit qu'ici sur mon élément, la loupe, hein, qui est un peu sur la gauche de ce tracteur, on voit que, bah, voilà, derrière tout le bras, en fait, il y a qu'un cylindre ou un vérin qui est présent et tout le reste est effectivement masqué. Alors le fait qu'on soit sur le serveur, non, ça va pas spécialement je réponds à une question effectivement par rapport effectivement à des features. Alors des features justement avec les nouveautés 2024, je vous invite à retourner dedans avec les règles qu'on peut mettre en place, ce qui permettra d'automatiser un petit peu plus justement la simplification et d'améliorer, hein, l'utilisation effectivement de des features. Mais, le fait que ça soit sur le serveur, bah, non, parce que c'est un lien effectivement avec le fichier, il y a le temps réseau. Bon, ça va pas non plus ralentir. Ça ralentit, c'est sûr que ça sera plus rapide sur un poste, si on fait la pièce sur le poste et qu'ensuite après on vienne pourquoi pas la déplacer, qu'on déplace le tout sur le serveur. Pour le déplacer, je vous inviterai du coup à utiliser les MyCAD Tools, notamment avec, Project Explorer, qui permet de pouvoir déplacer des composants en conservant les liens. Si je continue notamment sur la simplification de mes modèles, on retrouve ici, l'assemblage et notamment ce qu'on appelle les publications d'enveloppes. Les enveloppes, c'est pas nouveau du tout dans SolidWorks, ça existe depuis très, très longtemps. Par contre, ce qui est nouveau, c'est de simplement sélectionner un composant et de dire: «Hop, il va devenir une enveloppe». Ça, c'est apparu il y a quelques versions et ça permet de pouvoir, par exemple, c'était en version 2019 si je dis ou 2020 si je dis pas de bêtises, vous avez la possibilité de dire: «Bah, voilà, ce sous-ensemble sur lequel je vais devoir m'appuyer pour faire ma conception dans cette pièce dans une pièce, par exemple, hein, et ben, en fait, je vais pouvoir le transformer en enveloppe et l'intégrer dans ma pièce». Ce qui fait que quand j'ouvre ma pièce ou quand j'ouvre mon sous-ensemble dans lequel moi j'ai besoin de travailler et ben, ça me permet de «ramener» entre guillemets le contexte et je vais pouvoir m'accrocher dessus. L'intérêt de ça, c'est que ça m'évite de travailler dans l'assemblage global. Et voilà, vous voyez, outil de publication des enveloppes, hein, et hop, vous générez une enveloppe et hop, vous envoyez ça effectivement, là où vous le souhaitez et comme ça, vous pouvez vous appuyer dessus et ça vous évite de travailler dans l'assemblage complet. Donc ça, c'est un vrai gain de temps. Alors on va passer maintenant effectivement sur les fonctions de bibliothèque. Alors les fonctions de bibliothèque, c'est vraiment une fonctionnalité de base de SolidWorks, hein, qui existe depuis le début. Donc le but de la fonction de bibliothèque, c'est de pouvoir mettre en mémoire des fonctions que vous utilisez régulièrement et généralement, c'est plutôt un enchaînement de fonctions. Si c'en est qu'une seule, ça peut être intéressant, mais ça dépend évidemment le paramétrage en lui-même de la fonction. Là, typiquement, on est sur un trou lamé avec un filetage. Voilà, c'est quelque chose qui n'existe pas, je dirais, au niveau des normes, hein, on j'ai choisi de mettre ça, dans la fonction bibliothèque pour pouvoir le réutiliser en fonction de mes besoins. Ça fonctionne aussi bien, au niveau des pièces munies, multi ou monocore, hein, il y a pas de souci. On a besoin pour ça de créer un contexte, hein, pour créer cette fonction de bibliothèque. Donc là, bah, typiquement, vous voyez un cylindre, le cylindre gris avec la partie centrale est vidée et j'ai créé donc les fonctions qui ont permis de faire ce perçage avec ce trou lamé et ce filetage. Évidemment, quand on vient créer ce genre de contexte, on fait en sorte que la fonction puisse être autonome. Ne posez pas directement des éléments sur le plan de face, parce que sinon, quand vous allez l'insérer, il va chercher le plan de face. Et donc, ça sera peut-être pas au bon endroit. C'est pour ça que vous avez vu que moi, j'ai créé un axe par rapport à la forme cylindrique. Après, j'ai fait une esquisse ici 3D qui va me permettre de pouvoir positionner justement le début de mon perçage. J'ai juste mis l'axe X comme référence. C'est le seul élément pour pouvoir coter l'angle, pour pouvoir choisir l'orientation effectivement de mon perçage. J'ai créé un plan perpendiculaire à l'extrémité de la ligne et sur ce plan, j'ai choisi pas de faire une fonction lamage avec l'assistant de perçage, mais de faire un enlèvement de matière, tout simple, d'accord? Et après au fond, sur le fond de l'enlèvement de matière, j'ai effectivement réalisé le perçage avec le trou taraudé. J'ai réalisé aussi donc plusieurs tailles, 2 tailles au niveau du perçage et avec ou pas le lamage. Donc on peut donc 4 configurations du coup. Donc on retrouve bien ici mon arbre de création avec le contexte qui est le premier cylindre et tout ce que j'ai créé et on voit que dans certains cas, bah, il y a des trous qui sont actifs et d'autres pas actifs.
Pour créer la fonction de bibliothèque, vous avez à gauche de l'écran, à droite pardon de l'écran, dans le volet de tâches, vous avez les petits livres qui sont côte à côte là pour symboliser la bibliothèque et vous avez donc la possibilité d'ajouter. Alors quand on fait ajouter par ce biais-là, vous avez effectivement le menu qui est au centre de mon écran ici qui apparaît. On sélectionne les fonctions qui doivent faire partie de cette fonction de bibliothèque, pas le contexte évidemment, et on va choisir le nom et l'emplacement. D'accord? Et vous voyez en bas l'extension libfeatpart, SLD LFP, c'est Library Feature Part. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Alors, on peut très bien faire la même chose en faisant un fichier enregistré sous, en sélectionnant Library Feature Part. Par contre, il faut absolument, au préalable, avant de faire ça, d'avoir sélectionné ce que l'on veut envoyer vers la bibliothèque. D'accord? Donc 2 méthodes, il y en a enregistrer sous permet de choisir vraiment n'importe où sur le disque dur où on veut l'enregistrer. Le fait de passer par le bouton, dans le volet de tâches, le volet qui est à droite, et ben, on va pouvoir le mettre dans les emplacements existants. Voilà, c'est ça la différence. Quand on vient qu'on la confi une fois qu'elle est enregistrée, il y a effectivement le graphique en haut qui change, on le logo tout en haut. On retrouve effectivement, mon contexte et on retrouve des L qui apparaissent sur toutes les fonctions pour le librairie évidemment, qui ont été embarquées dans la bibliothèque. Quand on déroule, vous avez 2 dossiers qui apparaissent, références et cotes. Dans les références, bah, c'est les références sur lesquelles je me suis posé lorsque j'ai conçu ces fonctions, d'où l'importance de bien les choisir. Donc là, moi, c'est la face cylindrique et la face supérieure parce que j'avais une cote de position verticale aussi, hein, donc c'est ces 2 faces-là dont je vais avoir besoin. Et ensuite, les cotes, on peut les glisser dans les dossiers. Donc, le code de positionnement, donc notamment ici, moi, ça sera la hauteur et l'angle d'orientation. Les cotes internes, bah, c'est les codes que je ne veux pas voir lorsque je vais l'insérer. Et les codes que je laisse, bah, c'est les codes qui pourront être accessibles, hein. Elles ne sont pas de base accessibles, mais si on coche une case, elles pourront devenir accessibles si on veut faire une modification. Donc, grosso modo, moi, j'ai laissé la profondeur du lamage, hein. On peut la renommer même en direct, hein. Vous voyez qu'il y a l'outil pour renommer tout ça pour que bah, si les utilisateurs veulent modifier un peu le lamage, ils peuvent modifier le lamage, mais la profondeur. Et ce sera qu'au moment de l'insertion. Donc, quand j'insère ici ma fonction de bibliothèque, donc je vais simplement, vous voyez qu'elle est dans mon volet effectivement à droite de mon écran. Donc, je peux glisser la fonction de bibliothèque directement sur la partie cylindrique, parce que moi je sais qu'elle fonctionne comme ça, mais sinon je peux aussi la lâcher dans le vide de l'écran. Et là, vous voyez que sur la gauche, du coup, ça va me demander de choisir effectivement de venir sélectionner la configuration qui m'intéresse. Et après, vous voyez que vous avez un petit aperçu donc qui reprend mon contexte et qui m'indique les faces dont j'ai besoin. Donc, j'ai plus qu'à les sélectionner. Et dès que je sélectionne mes 2 références, donc là notamment la face supérieure, automatiquement, j'ai un aperçu de ma fonction bibliothèque qui vient se mettre en place. J'ai plus qu'à modifier les cotes, donc la hauteur, bon voilà, par exemple, moi je peux très bien taper la hauteur. J'aurais pu prendre 2 références, hein, si pour le centrer automatiquement, par exemple, hein. Donc on peut taper évidemment des actions, d'addition, de soustraction, division, enfin et cetera, hein, là je choisis l'angle et vous voyez que la profondeur du lamage, c'était une option que j'avais laissée, donc il faut cocher la case, hein, pour qu'on puisse y accéder et après venir ou pas modifier cette profondeur. Vous voyez que toutes les autres cotes par contre ne sont pas présentes. Une fois qu'elle est insérée, dans mon arbre de création, je retrouve la fonction de bibliothèque avec tous les éléments qui ont permis de la concevoir. Donc, effectivement, si je veux aller vraiment la modifier derrière, je peux. Ça reste des fonctions SolidWorks. Vous avez une option aussi qui permet de lier cette fonction de bibliothèque avec la fonction qui est dans l'arbre sur la droite ici de l'écran, pour que si jamais je fais des modifications dans la fonction de bibliothèque originale, et ben que tous les endroits où on a coché la case liée à la fonction, et ben ça puisse se mettre à jour. Donc le but, hein, c'est vraiment de gagner du temps, en mettant en mémoire justement les éléments de votre savoir-faire pour les réutiliser plus rapidement. On va terminer effectivement avec les composants intelligents. Les composants intelligents, c'est un peu en lien aussi avec la fonction de bibliothèque. Donc, bah, je vais avoir des composants standards, bah, typiquement un palier ou d'autres, hein, on peut imaginer plein de choses. Soit je peux l'utiliser tel quel, voilà. Soit effectivement, je peux lui mettre des fonctions intelligentes à l'intérieur, typiquement pour ramener d'autres pièces, de la visserie, pour créer, des éléments de matière supplémentaires, hein. Si j'ai besoin, si mon palier, je ne l'ai pas posé directement sur un support, et ben, venir créer par exemple, un support manquant jusqu'à une référence, pourquoi pas? Ça fonctionne dans les assemblages, mais ça fonctionne aussi à travers des pièces multicorps.
Là, j'ai besoin de créer un premier assemblage qui sera mon contexte. Donc ici, on a mis un axe. Oui, j'ai oublié de préciser, c'était marqué effectivement dans le slide. J'ai fait en sorte que mon palier existe oui, tout à fait, la fonction de bibliothèque peut être déconnectée de l'élément d'origine. Donc là, j'ai demandé effectivement à ce que le palier qui existe en 6 configurations puisse s'adapter aussi automatiquement au diamètre de l'arbre. On va voir comment on fait ça. Donc mes éléments que je vais, embarquer, la visserie, le composant lui-même intelligent, c'est le palier et la fonction embarquée. Alors c'est pas la plaque en dessous, c'est uniquement l'extrusion, hein, avec les 2 perçages. Pour faire ça, dans le menu outils, vous avez créer un composant intelligent. Ça vous ouvre une fenêtre. Vous sélectionnez dans votre assemblage le composant lui-même, tous les éléments, tous les composants qui doivent être embarqués et vous avez aussi la possibilité de sélectionner une fonction 3D que vous voulez embarquer. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir passer, sur la sélection si on alors c'est pas une obligation, hein, c'est une option, c'est en plus, hein. Si on veut que, par exemple, le composant intelligence s'adapte par rapport à une taille et ben là, je sélectionne notamment le diamètre, de mon palier, diamètre intérieur et je viens vous voyez qu'en bas, j'ai, toutes les configurations qui existent pour, ce palier et je peux dire, bah, voilà, diamètre mini, diamètre maxi donc grosso modo, quand je vais le positionner au-dessus d'un arbre, et ben, si cet arbre rentre dans ces dimensions-là, là on était sur des dimensions effectivement en pouces, et ben, il va adapter telle ou telle configuration. S'il ne trouve pas la config, si jamais on est en dehors, bah, il laissera la config telle quelle et ce sera à moi de choisir la configuration que je veux mettre en place, par exemple. Une fois que le composant a été enregistré, l'assemblage qui vous a servi de contexte, vous pouvez le supprimer, il ne sert plus à rien parce qu'en fait, il va en sauvegarder une version à l'intérieur du composant intelligent et que vous allez pouvoir éditer. Alors concrètement, comment ça se passe? Bah, ici, j'ai ma pièce, j'ai mes fonctions intelligentes, donc on voit la fonction que j'ai embarquée, les composants de visserie et la face qui servira de sélection pour créer l'extrusion en dessous, effectivement, mon palier. Quand j'édite mon assemblage de contexte, vous avez, directement l'élément qui apparaît et vous voyez que, bah, je retrouve quelque chose qui est assez similaire, hein et donc du coup, je vais pouvoir éditer cette fonction et même éditer la table, hein, si je veux modifier évidemment, les détections au niveau des diamètres, hein, par rapport à ce que je souhaite effectivement embarquer. Pas besoin de l'enregistrer comme je vous l'ai dit, hein, il était déjà en mémoire, comme j'ai pas fait de modification, hein, pas besoin de le sauvegarder. Maintenant, j'ai aussi une référence de contrainte parce que, bah, pour qu'il puisse détecter le diamètre, il faut créer une référence de contrainte au niveau de mon cylindre ici, pour venir le mettre en place. Concrètement, dans l'assemblage, comment ça va se passer? J'ai ici un exemple avec un arbre avec 3 tailles différentes. Je vais directement chercher mon composant de façon classique et je viens le glisser. Quand je vais le glisser sur mon premier arbre, tac, automatiquement, il a détecté les tailles et il a trouvé la configuration correspondante. Donc, vous voyez que là, il est capable de me définir les paliers vraiment de différentes tailles. Et une fois que j'ai choisi l'arbre qui m'intéresse, hein, et ben, lorsque je vais venir valider donc, dans un premier temps la contrainte, évidemment, on va pouvoir activer. Vous voyez qu'il y a un petit éclair qui est apparu sur le composant. Donc, soit je clique dessus et ça active la fonction intelligente, soit je peux aussi faire, vous voyez qu'il y a un éclair aussi sur le logo de la pièce dans l'arbre de création. Je peux faire un clic droit, insérer les fonctions intelligentes. Hein, ça, on peut faire ça dans un deuxième temps. Donc, on n'est pas obligé de le faire à un moment où on insère. Vous voyez, comme pour les fonctions de bibliothèque, j'ai mon assemblage de contexte qui apparaît. Et vous retrouvez ici tous les composants. On peut choisir de déconnecter certains composants ou tous même, hein. On peut choisir de mettre ou pas la fonction d'extrusion et on choisit la face. Si on choisit de la mettre, on choisit la face jusqu'où va aller la fonction d'extrusion. Et lorsqu'on vient valider, en fonction des choix qu'on a faits, vous voyez que l'extrusion a été créée, mes rondelles ont été et ma visserie a été effectivement mis en place. On voit que le composant intelligent a changé légèrement d'aspect et apparaît donc avec un dossier avec un petit éclair, hein, et quand on regarde, on retrouve tous les éléments, donc les fonctions, donc le composant lui-même, les fonctions, la fonction qui a été embarquée ici et les différentes pièces qui ont été embarquées. D'accord? Et si j'ouvre la plaque ici, pour vous montrer, il a bien réalisé une fonction, donc il a bien édité le composant en plaque pour venir intégrer cette extrusion, hein. Ce n'est pas une pièce toute neuve, hein, qui a été créée, hein. Là, on a choisi vraiment de créer cette fonction dans l'autre pièce.
Voilà, donc c'est pour vous montrer effectivement la puissance effectivement des composants intelligents, hein, donc jusqu'où on peut aller. Alors on n'est pas obligé de mettre tout ça à chaque fois, hein, mais ça peut être juste un enlèvement de matière. Si je mets, je sais pas, une bague à l'intérieur d'un cylindre, venir faire l'enlèvement de matière pour mettre, pour la bague en question. Enfin voilà, on peut imaginer, plein de choses au niveau des composants intelligents. C'est la seule limite, c'est votre imagination quelque part. Voilà, et je voulais terminer effectivement là-dessus et vous remercier. Alors on a débordé un tout petit peu, on a débordé effectivement un tout petit peu, donc je vois que mes collègues ont pris le relais aussi sur la réponse de certaines questions et donc, bah, écoutez, je vous remercie de votre attention et je vous remercie justement d'avoir participé à l'ensemble des ateliers de cette matinée, de ce MyCat Day, digital et vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, au revoir à tous.